Eh bien voilà, nous sommes venus rejoindre un de nos invités, mais Michel Monteil, qui est un invité permanent quand il veut, il est avec nous. Quand je peux, oui. Ça va Michel? Ça va très bien, Patrick, merci. Alors tu en es où de tes expositions? Là on voit ton affiche de la Feria. Alors c'est la première fois que je la dévoile en public. Oui. Et c'est une affiche de Feria, c'est un clin d'œil au Feria passé. Ah d'accord. Puisque cette année la Feria est un peu spéciale, elle a été retardée. Un peu tronquée aussi. Mais oui, tronquée aussi. Et donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec toutes les affiches du passé. D'accord. Ça représente combien d'affiches alors là? Oh ben là, sur le... Combien d'années? Ah ben non, mais là j'ai mis à peu près une quinzaine d'affiches, les plus connues. D'accord. Voilà. Bon, où tu en es pour tes expositions? Eh bien pour l'exposition, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai quand même prévu à la tabletterie début juin. Alors, tabletterie, rappelons. Voilà, chez Charlie, 2 rue des Marchands. En face de l'église, voilà. De la cathédrale. Hein. Voilà, c'est un artisan chocolatier. Exactement. Et donc, j'ai prévu de faire cette expo début juin, puisque la feria était un petit peu retardée, pour être raccord. Et j'exposerai là 2 nouveaux tableaux aussi. Alors, il y aura cette affiche, et puis il y aura des tableaux inédits, qu'on n'a jamais vus aussi. Voilà. Donc, tu vas croquer ce matin Laurent Burgoa, le sénateur. Voilà, je vais croquer le sénateur, oui. Tu as une idée un petit peu? J'ai toujours une petite idée, et puis après, c'est au fur et à mesure de ce qu'il dit. Voilà. Bon. Ben écoute, merci Michel, tout à l'heure. C'est moi qui te remercie. Merci Aurélien. Voilà, merci. Restez-nous fidèles. On revient dans quelques petites minutes avec notre invité, Laurent Burgoa. A tout de suite. Allez, c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête, qui est présentée par Alain Moulin et Magès Patrick. Ah, excusez-moi, le nom et moi. Ben oui, les noms et toi, ça fait deux. Bien, alors, à la réalisation, comme d'habitude, de Aurélien Quillet, à la photo et à la communication, France Pellicano. Donc, nous recevons aujourd'hui. Qui recevons-nous aujourd'hui? Alors, je sais que c'est monsieur... Tu vois, je le sais aujourd'hui. Ah. Monsieur le maire. Mais non! Ah non? Bruno Le Maire? Le ministre? Je sais pas. Écoute, déjà, je me rappelle du nom, maire. Il aurait pu être maire, la personne que nous recevons. D'accord. Ah oui, peut-être. Comment il s'appelle? Il s'appelle... Laurent Burgoa. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est... Alors, qu'est-ce qu'il peut être? Ah ben, à mon avis, il doit être un sénateur. Ça doit être un sénateur. Bon, c'est vrai. Dis-moi, j'ai une question. Tu n'es pas un peu grossi, toi? Coupé là, parce qu'on va parler un peu intimité tous les deux. Tu es un peu grossi? Un petit peu, oui. Ah d'accord, non, c'est comme ça. J'ai juste arrêté la cigarette depuis 6 mois, ce qui fait 15 kilos. Non, je te dis ça parce que tu as pris ma place. Alors, moi, c'est ma place. Là. Bon alors, comment tu te sens? Est-ce que tu as préparé cette émission? Ah, parce que ça se prépare une émission. Ah d'accord, non, moi j'ai pas préparé. Je sais bien que tu les prépares. C'est bien que moi je prépare rien du tout. Ah ouais, bon, mais écoute. J'improvise, j'improvise. Moi j'aime bien les impros. Bon, ça va. Écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Ben écoute, je crois qu'on va rejoindre l'invité. Hein. On met notre veste? Ah bon, on va mettre la veste, sénateur quand même. Il faut être à la hauteur. Alors comment? C'est quand même... Ah oui, monsieur le sénateur. Bonjour, monsieur le sénateur. Comment allez-vous, monsieur le sénateur? Tu sais que nous avons la chance de connaître un sénateur, c'est pas tout le monde, d'accord? On connaît mieux le sénateur que le maire. Moi, je connais les deux, excuse-moi. Ah, mais je le connais très bien, monsieur le maire, depuis l'âge de 16 ans. Alors, figure-toi, ça, il faut le savoir, parce que s'il n'avait pas été sénateur, s'il avait été encore adjoint, eh bien, il n'aurait pas eu l'autorisation de venir dans l'émission. Parce que là, il est sénateur, il fait ce qu'il veut. Là, je ne ferai pas de commentaires. Bien, allez, on y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Chasseurs et pêcheurs, 3 mangeurs et 3 menteurs. Ah, alors les mangeurs, je veux bien. Les menteurs, on peut dire, alors peut-être tu vas me dire que des fois en politique, on ne dit pas toujours un peu la vérité, voilà. Bon, de toute façon, on est dans le sud, on aime la convivialité, on aime les gens, c'est plus important. Donc tu ne mentiras pas dans l'émission? Jamais. Bon, ça va. Allez, Patrick, on va commencer. Oui, avec plaisir, on y va. Dans 3, 2, 1...
c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous, rebonjour à tous et une nouvelle fois, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos émissions. Laurent Burgoa est né le 4 février 1969 à Nîmes, il a donc 52 ans, membre des Républicains, il a été adjoint à Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, et il est conseiller départemental du Gard sur le canton de Nîmes 3. Laurent Burgoa, tu es titulaire d'un diplôme en droit pénal et sciences criminelles de la faculté de droit de Montpellier. As-tu une autre profession dans ta vie que la politique? Oui, j'ai d'abord été chargé de travaux dirigés à la faculté de droit. Donc je m'orientais vers la profession d'enseignant en droit. Et c'est vrai qu'après j'ai fait une rencontre avec Jean-Paul Fournier, bien avant 2001, à partir de 1999, qui a souhaité que je l'accompagne dans ses démarches pour être candidat à la ville de Nîmes. Et depuis, c'est vrai que je fais ça à 100% parce que je considère aussi que si on veut le faire correctement, il faut du temps. Et que je pense que par rapport à nos concitoyens, par rapport à l'image que l'on peut donner de la politique, moi je considère où je le fais à 100%, ou je le ferai plus. Parfait. Donc alors donne-nous ton coup de cœur si tu veux bien, hein, ton coup de cœur et ton coup de griffe. Alors mon coup de cœur, on connaît mon admiration pour la tauromachie. Donc mon coup de cœur, ça va être le caractère d'alternative d'El Rafi le 12 juin prochain. Ponce, Roulis, El Rafi avec les taureaux de Victor de Martin, ça a de la gueule. Et puis je suis très content pour Rafi qui est un proche. Et puis je tiens à remercier Simon Cassas qui a fait un très beau cartel. Donc les arènes seront pleines dans la jauge de 5000 personnes. Oui, parce qu'à un moment donné, il était question que ça se fasse sur Arles, ça. Oui, Rafi. bon, Rafi et Nîmois, je pense que c'est ces arènes. On connaît quand même la proximité qu'il a avec ces arènes, avec son grand-père qui a longtemps travaillé dans ces arènes. Donc je pense que c'est normal qu'en tant que Nîmois, ils prennent l'alternative à Nîmes. Parfait. Alain Moula, Bonjour. ça va? Oui, ça va bien, moi j'écoute pour le moment. On est content quand même de recevoir un sénateur. Ah, moi je suis plus que content, je suis ravi parce Voilà. que c'est un honneur qu'il nous fait. Mais c'est gentil d'être... Puis moi, je connais Alain depuis un temps certain. C'est quelqu'un qui donne beaucoup pour sa ville, dans sa profession. Il fait beaucoup. Et ça, c'est important d'avoir des professionnels comme lui qui ne comptent pas et qui essayent de faire au mieux pour satisfaire à sa clientèle. Tout à fait. Et tu nous as dit que tu regardais l'émission, toi? Oui, ça m'arrive. Alors, vous savez, quand vous avez 6 heures de TGV par semaine, 3 heures pour monter, 3 heures pour descendre, ça vous permet de regarder certaines choses. Donc, ça m'est arrivé de regarder les dernières émissions. Parfait. Bien, alors maintenant, on va demander à France, parce que France Pellicano qui vient poser sa question. La question de France, la canadienne. Hein. Bonjour France. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Bon, alors moi je vis ici depuis 2013, 6 mois ici à Nîmes et 6 mois au Canada. Donc ça m'a donné un peu une perspective d'un outsider, hein, de quelqu'un de l'extérieur. Et au point de vue de la sécurité, j'ai remarqué une hausse de violence qu'on peut d'ailleurs voir partout dans le monde, mais beaucoup plus accentuée ici à Nîmes. Et puis moi je me demande si ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la violence, on ne verrait pas des choses comme ça au Canada, pas encore, bien qu'il y ait une courbe ascendante. Est-ce que vous ne ressentez pas ce qui peut apparaître comme un laxisme de la part du gouvernement français et ne ressentez-vous pas cette urgence d'agir? Alors c'est vrai qu'il y a, on le voit, et vous avez raison de dire que c'est de partout en France une augmentation de la délinquance, principalement liée malheureusement au trafic de drogue. On le voit par exemple sur Nîmes, hein. On a des points noirs tant à Pissevin qu'au chemin bas d'Avignon, où malheureusement il y a eu aussi des faits criminels enregistrés. Moi je tiens à saluer les forces de police, je crois qu'ils font leur travail. C'est derrière peut-être le problème de la justice qui va. Je crois qu'à un moment, il faut que des peines exemplaires soient données pour qu'on puisse respecter l'autorité. Je crois que ce que vous venez de dire avec raison, c'est que de nos jours, certains de nos concitoyens ne respectent plus l'autorité qu'est le policier, qu'est le maire, qu'est l'enseignant, et que cela, du fait, parce que je pense qu'il y a eu un manque d'éducation
de la part des parents par rapport au respect, le respect de l'autre et le respect, on va dire, de la hiérarchie. Alors tout à l'heure, tu me demandais un coup de griffe, je ne l'avais pas donné. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai donné mon coup de cœur, mais le coup de griffe, c'est toutes ces agressions que subissent de plus en plus nos maires gardois. Je pense notamment récemment au maire de Fontanès et au maire de Montfray. Je trouve que nos concitoyens s'attaquaient à un élu de la République, s'attaquer à un de ces fantassins, parce que être élu municipal, c'est être proche des gens, proche du terrain, c'est inadmissible. Et donc moi, ce que j'attends, c'est que la justice fasse son travail et soit sévère par rapport à ce point-là. Moi, je tiens à rendre hommage aux policiers. Les policiers font dans l'ensemble leur travail. Bon, par contre, il va falloir éduquer les parents alors maintenant. Je crois que on a transféré le mot éducation aux enseignants. Ce n'est pas aux enseignants à faire l'éducation des enfants. Les enseignants sont là pour transmettre le savoir, à apprendre. C'est aux parents à donner l'éducation. Et l'éducation, à mon avis, elle se donne de la naissance jusqu'à 3 ans, 4 ans. Après, c'est trop tard. Si d'entrée, nos enfants, on ne leur montre pas le bon chemin, mais après, c'est très compliqué. Et ce n'est pas aux enseignants de le faire. Exactement. Quel est ton point de vue, Alain? Et moi, je pense qu'on a déplacé la criminalité d'avant sur la drogue. C'est-à-dire qu'ils ils ont besoin de trouver le moyen de gagner de l'argent autrement qu'en travaillant. Avant, on avait des braquages, on avait toutes les équipes. Bon, tout ça, ça s'est arrêté, c'est pratiquement terminé. Et c'est remplacé par les gens qui vendent la drogue. Alors, est-ce que le gouvernement ne laisse pas un peu ça parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir et est-ce qu'ils vont s'attaquer après à ta maison, à d'autres? Il faudra qu'ils trouvent quelque chose. Voilà. Enfin, on voit très bien, je crois comme pas que ça tu viens de le dire, c'est une économie qui est très importante et qui, moi je peux le dire, vous arrêtez le lundi une chaîne de trafiquants, le mardi, elle est en place. Et puis, dans ces quartiers-là, bon, il y a les trafiquants, proprement dit, et après, il y a tout autour de ces trafiquants des jeunes qui font guetteurs, etc., qui gagnent plus leur vie en étant guetteurs toute la journée que d'aller, excusez-moi, travailler et gagner le SMIC. Ça aussi, c'est un problème. Il faut être très clair, parce que le jeune, il préfère gagner 50 € par jour, voire plus, en faisant juste guetteur, que de gagner 1500 € par mois en se levant tôt le matin et en se couchant tard. Toi qui es plus près maintenant du gouvernement, voilà, est-ce que ce n'est pas non plus un laisser-aller du gouvernement de peur qu'il y ait une explosion dans ces banlieues? Je crois. Alors, bon, le ministre de l'Intérieur, qui était de ma famille politique et qui est parti en marche après, a quand même un discours ferme. Je trouve, dans ce côté-là, il faut quand même reconnaître qu'il a un discours ferme. Moins de fermeté de la part du garde des Sceaux, qui peut-être en tant qu'avocat est plutôt en train de toujours de défendre, on va dire, les auteurs, voire les victimes. C'est son côté peut-être professionnel qui ressort. Non, mais je crois que c'est la chaîne pénale qui fait défaut. Bien. Allez, nous allons clôturer. Merci. Merci, France. Merci. Alors, qu'est-ce qui suscite, nous allons parler des départementales, pardon. Qu'est-ce qui suscite autant d'intérêt pour le canton 3 ? Ça commence à faire beaucoup de monde. On a le dernier venu, celui qui est arrivé chez Daniel Richard et Yvan Lachaud, c'est-à-dire Zacharia Moukit, qui se dit le seul à représenter l'écologie ici à Nîmes. Il y a les Républicains, bien sûr, ce que tu représentes, La République en marche, Vincent Bouget et le Rassemblement national. Bien sûr, les écologistes sont présents. Alors, qu'est-ce qui suscite autant d'intérêt sur ce secteur numéro 3 ? Moi, me concernant, mon seul intérêt, c'est que je suis le sortant. Je suis élu sur ce secteur depuis 2011. Alors, avant, il y avait une autre configuration. Je rappelle que c'est en 2015 qu'il y a un redécoupage cantonal. Moi, j'ai été élu en 2011 sur Nîmes 4, réélu sur Nîmes 3, nouvelle configuration en 2015. Je suis sortant. Donc, c'est la prime sortant. C'est la légitimité de repartir, sachant que depuis que j'ai été élu, je suis au contact de nos concitoyens. Je vois encore ce matin, passant sur mon canton, alors, je suis Nîmois, j'ai été adjoint au maire de 2008 jusqu'à octobre 2020, puisque j'ai démissionné de la mairie. J'ai eu des responsabilités sur ce secteur-là. Donc, moi, et puis en plus, j'aime les gens. Donc voilà. Après, il y a d'autres candidatures qui sont légitimes. On débattra. Moi, je suis le représentant de l'Union de la droite et du centre, puisqu'il y a eu un accord entre LR et le centre. Donc, avec Madame de Gérardy, nous sommes les représentants de la droite et du centre. Et qu'est-ce qui vous oppose avec... Parce que Valérie Rouveran vient également... Madame Rouveran,
Elle n'est Vous pas, étiez- vous- pas du centre, elle est à Marche maintenant. Ouais, c'est mais un vous choix. siégiez. Oui, elle siégeait, puis après elle est partie avec monsieur Lachaud. Elle a fait une campagne municipale derrière monsieur Lachaud, pas très sympathique envers le maire de Nîmes. Et encore, je suis très, très gentil dans pas très sympathique, j'allais dire plutôt de campagne de caniveau, parce que je considère que c'est normal qu'on ait un débat d'idées sur les projets, mais attaquer les personnes, comme a pu le faire M. Lachaud et Mme Rouvera, puisqu'elle a cautionné en ne disant rien, à l'égard de Jean-Paul Fournier, je trouvais ça inadmissible. Donc je n'ai pas du respect pour ces gens-là, j'ai du respect pour les autres candidats. M. Bouget, ce n'est pas ma tasse de thé, je ne suis pas communiste, je ne défends pas les idées communistes, je les combats, mais j'ai du respect pour la personne, parce que d'abord il est nîmois, et puis il a fait une campagne, je le dis, propre au municipal, sur ses idées, il a fait un score qui était honorable, donc j'ai du respect pour la personne, mais par contre je combats les idées, et puis et de son côté je trouve qu'il est sain, il échange sur les idées, projet contre projet, idée contre idée, ça c'est sain. Le débat sur les personnes, ça ne sert à rien et c'est contre-productif. Parfait. Alors c'est parti pour l'adjoint François Courdil, également que nous connaissons bien, que nous avons reçu ici, le suppléant de Laurent Burgoa. En échange, le sénateur démissionnera, tu démissionneras en fin de mandat pour lui laisser sa place au département. Oui, parce que... Attends, c'est une cuisine interne? Non, ça pas, veut dire quoi, ça? c'est pas une cuisine. Moi, je crois qu'en politique, il faut savoir aussi passer à la main. Et lancer sur orbite des gens. Et avec François, on a un peu la même sensibilité. Tous les deux, on est quand même des gens de droite, mais le côté social chez nous est important. Écoutez, ça fait 10 ans que je suis élu. Si on est réélu le 27 juin prochain, écoutez, que je fasse 5 ans de mandat, ça fera 15 ans. Et après, je crois qu'à un moment, il faut savoir aussi passer la main. Et ce canton, je ne souhaite pas, si je peux le laisser à n'importe qui non plus. Et donc François a un profil qui est intéressant pour moi et je souhaiterais, à titre personnel, que ce soit lui qui puisse me remplacer. Voilà, c'est aussi pour promouvoir des jeunes. J'ai 52 ans, il en a 26. Je pense que c'est bien de lancer aussi sur orbite des jeunes. Bon, c'est un bon élève, François. Il apprend vite. Cet ancien attaché parlementaire de Philippe Berta, quand même, de la République oui, En Marche. il est proche déjà. Oui, mais on le connaît bien. Oui. Il est quelqu'un qui a sensibilité, qui aime aller à la rencontre des gens, discuter avec les gens. Je crois que c'est important, ça. Aimer les gens. Quand on fait de la politique, il faut aimer les gens, il faut aller au contact des gens, écouter les gens. Même des fois, j'allais dire, excusez-moi, me prendre plein la gueule, ça, c'est pas grave. Moi, je crois qu'il faut que les gens s'expriment. Et il faut que nous, les élus, on soit au contact de nos concitoyens. Alors, c'est vrai que moi, depuis un an, avec ce Covid, ça me manque. Ici, on est à Nîmes, on est tactile. Dire mamie, tu vas bien. Tout à l'heure, en venant, j'ai rencontré une dame sur mon canton. Je l'ai amenée. Elle me dit, j'ai besoin de ça. Ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas rencontrée. Elle était ravie de me rencontrer et ça me manque d'embrasser les gens, le contact. Alors, on va faire campagne dans un contexte un peu particulier parce qu'avec cette crise Covid, on ne peut pas tout faire. On va aller au contact des gens. Vous savez, je pense que je suis connu sur cette ville, j'ai une notoriété, et je fais confiance aux gens de Nîmes 3 pour faire le meilleur choix le 20 et 27 juin prochain. Dans l'avenir, faudra-t-il compter sur François Courdil, politiquement? Il peut compter, Pense-t-il qu'il puisse avoir Oui. joué un rôle important au sein de la municipalité? Il est déjà troisième adjoint au maire. Il joue un rôle important. Il m'a remplacé dans les délégations que j'avais à la mairie, puisqu'il s'occupe de la politique de la ville et des centres sociaux, des délégations que j'ai occupées pendant 10 ans. Je sais ce que c'est. Là aussi, il faut aller au contact des associations, des habitants des quartiers, écouter, pas toujours simple. Non, il a de grandes qualités. À lui de savoir cultiver ses qualités pour aller encore plus de l'avant. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour pouvoir le calmer. Je le pense aussi, et puis moi ça me ferait plaisir de voir qu'un jeune comme lui puisse aller aussi de l'avant. D'accord. Donc alors je vais vous citer quelque chose que je sors de temps à autre. À ce propos, il y a une citation que j'utilise de temps en temps. Elle est d'Édouard Herriot, ancien ministre et maire de Lyon et académicien. Voilà ce qu'il disait. Il disait la politique c'est comme une andouillette. Ça va sentir un peu la merde mais pas trop.
Alors, d'abord, j'adore les andouillettes. Moi aussi. Une bonne andouillette à la moutarde avec des frites, ça fait du bien. Bon, peut-être un peu moins pour le côté redondant qu'on peut avoir, cher ami, mais franchement, ça fait du bien. Oui, mais vous savez, je crois que de mettre cet humour, ça donne une nouvelle connotation à la politique. Je pense qu'on a besoin de politique dans notre pays. Je crois que si on veut faire passer un message, on a besoin d'un débat politique. Moi, ce que je reproche le plus au gouvernement actuel et à M. Macron, c'est d'avoir tenté d'anesthésier tout le monde en disant il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, ça n'existe plus. Non, il faut une gauche, il faut une droite, il faut débattre. Il faut une opposition. Et il faut surtout des clans différents, des idées différentes. Et après, nos concitoyens choisissent par rapport au projet. Mais de dire je suis ni de gauche ni de droite, excusez-moi, c'est pas en marche, c'est à l'arrêt qui nous a mis. Donc voilà, je le dis franchement, moi, ça devient incolore et inodore. Et puis sa stratégie de dire il y a moi et il n'y a que M. Mélenchon et Mme Le Pen, c'est pas non plus vrai. Il y a des socialistes, il y a des républicains, et on a besoin. Et j'allais dire, les socialistes et les républicains, on a eu des responsabilités gouvernementales. Peut-être qu'on aurait pu les uns et les autres mieux faire, ça j'en suis totalement conscient, mais ce sont deux grands partis et on a besoin de grands partis. Moi je crois aux partis politiques parce que sans partis politiques, c'est la fin de la démocratie. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Tu as vu une question Oui, moi je vais être obligé de lire parce que j'aime bien improviser, mais là tu as des titres. Tu as été nommé par le président Larcher membre du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Excuse-moi, pour moi, j'ai un peu plus c'est quoi, éclaircissement là-dessus, c'est quoi ton rôle? Alors, bon, quand on est sénateur, on est dans des commissions. Moi, je suis en commission des affaires sociales, et puis il y a des représentations du Sénat à l'extérieur. Donc, le président Larcher, par rapport à la commission des affaires sociales, m'a nommé dans cette structure. Donc, cette commission est chargée auprès du Premier ministre de lui faire des avis. Alors, on ne s'est pas encore réunis. Hein. Bon, j'ai été nommé en novembre dernier. On ne s'est pas encore réunis, mais par exemple, le ministre de la Famille a saisi, puisque c'est une structure qui est auprès du Premier ministre, il y a des administratifs, pour savoir tout ce qui va être les allocations, parce que la famille, elle a changé depuis 30 ou 40 ans. On n'est plus... La vision que l'on avait de la famille, c'est-à-dire un homme, une femme avec des enfants, de nos jours, elle a totalement changé. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles de personnes de même sexe. Donc tout cela, il faut le prendre en compte. Voilà, on ne peut pas être rétrograde. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est une réalité de notre société. Et il faut qu'on s'adapte aussi à notre société. Voilà, c'est la famille de nos jours, c'est plus la famille, un homme, une femme et des enfants. Ça peut être malheureusement, et on le voit de plus en plus, des familles monoparentales suite à des divorces, qui créent aussi des problèmes, parce que des fois, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de papa. Mais là, mais le problème, c'est les droits. C'est les droits par rapport à ces nouvelles familles, parce qu'on est resté quand même de configuration de la famille type il y a 30 ou 40 ans. Et qu'il faut, à mon avis, réfléchir aussi qu'il y a quand même eu la reconnaissance du mariage entre homosexuels. Voilà, c'est la loi de la République. Tu étais favorable à ça? C'est le terme mariage, moi, qui me... Je suis favorable à une union qui crée les mêmes droits, mais c'était le terme mariage. Voilà. Après, pour toi, être marié, c'est un homme et une femme? Oui, alors, mais ça n'empêche pas que je vois il y a une évolution de la société aussi, et qu'il faut le prendre en compte aussi. Voilà. Je ne suis pas rétrograde. Moi, j'ai des amis qui sont... je connais des gens, deux hommes ou deux femmes qui vivent ensemble, ben c'est la vie. Voilà. Il faut respecter les gens. Avant, ils le faisaient de façon beaucoup plus secrète. Oui, et est-ce que c'était mieux? Je ne pense pas. Donc moi, je trouve que c'est mieux ainsi, effectivement. Voilà. Bien, on va faire un retour assez loin, en 2013. 2013, tu suscites une polémique en fustigeant, au nom de la laïcité, une publicité spéciale Ramadan dans une grande surface. En 2021, as-tu changé d'avis? Ça a fait un boom. Je sais pas, ça a pris une ampleur terrible. Quand je vois de nos jours ce que disent certaines personnes, c'est 10 fois plus que ce que j'ai pu dire. Non, mais je le dis, franchement, moi j'ai rien entendu. J'ai du respect pour toutes les religions et pour tout, et je connais, j'ai des amis qui sont issus de toutes les religions. Moi, je dis juste qu'une chose. Il ne faut pas que la religion prenne le pas sur la République. Et ça, pour moi, c'est vrai. Je
crois qu'on est en République, on a une chance inouïe par rapport à d'autres pays, même pas très bien ici, en Europe, où malheureusement, on ne peut pas dire qu'on vive en totale liberté. Je ne parle pas on ne va pas prendre la Corée du Nord, hein, qui est l'extrême, même des pays d'Amérique du Sud, même en Russie, je veux dire franchement. Je ne pense pas que M. Poutine soit le plus grand des démocrates, quand on voit ce qu'il fait à son principal opposant. Les religions ont toute leur place, quelles que soient les religions, mais on ne peut pas que le fait religieux prenne le pas sur le fait républicain et laïque. C'est cela, là. C'est ce qui est vrai. Bien, alors justement, au Sénat, vous travaillez sur le séparatisme en général. Et un projet de loi pour interdire les prières dans les couloirs d'université. Donc il faut une loi pour interdire cette pratique. Le recteur n'a pas suffisamment d'autorité pour interdire cela. Ben, il faut une loi pour interdire à certaines personnes de prier dans les couloirs. Tout comme on a voté pour interdire le burkini dans les piscines publiques, tout comme on a interdit le port de signes religieux lors de sorties scolaires. Je crois que c'est important parce que la sortie scolaire est quand même rattachée à l'école, et à l'école est laïque, et que je pense que nos enfants, que ce soit, n'ont pas à avoir une approche d'une religion, quelle qu'elle soit. Et puis, je crois qu'il faut dire, la loi, à un moment, doit avoir un message politique. On a plutôt tendance, mais ça, on le voit dans les collectivités, on le voit au Parlement, lié à l'administration qu'il y a dans toutes ces structures, à faire plus de la technocratie que du message politique. Or, me semble-t-il, la loi aussi doit être un message politique par rapport à nos concitoyens. Et c'est vrai que si la majorité sénatoriale, donc de droite et du centre, ont voté cela, c'est pour faire passer aussi un message politique. Mmh. Donc la loi sur le séparatisme, une loi contre l'islamisme ou contre l'islam? Contre l'islamisme, pas contre l'islam. L'islam, on a du respect, c'est une religion qui est respectable, comme le catholicisme, comme le protestantisme, comme le judaïsme. Et puis la principale des religions, c'est l'athéisme aussi. Il ne faut pas l'obliger, il y a des gens qui ne croient à aucun Dieu. Et que leur position est honorable, qu'il faut aussi la prendre en compte. Non, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il ne faut pas que la religion impose des règles à notre société. C'est la société qui doit imposer des règles à nos concitoyens. C'est cela, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il en est concernant ces lois alors? Nous, on l'a votée, elle est repartie à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, on attend le retour. Mais j'ai bien peur que la majorité des députés de nos jours, qui sont, à quelques exceptions près, des gens qui sont hors sol, c'est-à-dire qui ont été élus du jour au lendemain, sans au préalable avoir eu des fonctions électives dans une commune, dans un département, dont ne connaissent pas les réalités du terrain et votent ce que le gouvernement leur demande de bien voir voter. Est-ce que tu as une explication au fait qu'on est en 4e génération de cette immigration et que les 3 premières ou 2 premières, on n'a pas eu de problème et qu'on a un problème qu'avec la 4e? Pourquoi la 4e et pas avant? C'est vrai. Il ne faut pas oublier on va remonter à Giscard à l'époque, qui a fait venir une immigration parce qu'il faut reconnaître aussi nos concitoyens ne voulaient pas tenir le marteau-piqueur, ne voulaient pas ramasser les poubelles. Donc on a fait venir cette immigration qui s'est parfaitement intégrée et qui est toujours intégrée dans notre société. Et ces gens sont plus français que nous. Les générations qui ont suivi après sont françaises, parce qu'il faut bien dire, attendez, on va parler bien. Ces gens qui sont nés sur le sol français sont français. Ils sont français comme nous trois. Là. Mais je pense que là, il y a un phénomène à un moment. Pourquoi? Et c'est là qui sont intéressants. Je pense qu'il y a une erreur des pouvoirs publics de ghettoiser les quartiers. Je vais prendre un exemple. Je pense qu'on a voulu, il y a un phénomène, certains nous disent, oui, il faut tout le temps mettre des services publics dans les quartiers, etc. Et je pense que ça a été une erreur. Et quand je dis, je m'inclus dans le on, parce que je ne vais pas dire, c'est les autres, c'est pas, dans le on, on est tous coupables et responsables. Un jeune qui naît dans un quartier de Val-de-Gour ou Mas-de-Mengue, de 0 jusqu'à 18 ans, il va être quasiment que dans son quartier. Il va aller à la maternelle de son quartier, à l'école primaire de son quartier, au collège de son quartier, voire des fois au lycée de son quartier, je pense à Pissevin. Conclusion, ce jeune, quand il va avoir 16 ou 18 ans, il va dire « je suis de Val-de-Gour », il ne va pas dire « je suis de Nîmes ». Et ça, c'est terrible. Parce que l'intégration,
c'est de dire je suis de Nîmes. Il est autant comme celui du quai de la Fontaine ou comme celui de Montmargaro ou de la Placette ou de Richelieu. Et ça, je pense que c'est une erreur des pouvoirs publics d'avoir... En fin de compte, ces jeunes-là ne sortent pas de leur quartier, restent dans leur quartier, vivent dans leur quartier et ne connaissent que leur quartier. Et je pense que c'était une erreur des pouvoirs publics parce qu'il aurait fallu un moment, au niveau du collège, notamment... À l'école primaire, c'est compliqué de sortir parce qu'encore ils sont trop petits, mais au collège, mettre des collèges à l'extérieur pour qu'ils connaissent autre chose, qu'ils connaissent que. Il y a des gens qui s'appellent. Quand j'entends cette. Autrefois, je lisais dans la presse, cette maman à Montpellier, lors de la visite du président de la République, qui disait dans notre quartier, le prénom Pierre n'existe plus. Ça ne vous a pas interpellé, ça? Si. Mais voilà l'exemple. Et des Pierres, il y en a. Mais les Pierres, il faut qu'ils rencontrent. Ali, Mohamed, Sarah, qui sont autre part. D'accord. Bon, parlons du national. Ça bouge en ce moment. Ah, ça boulegue. Ça boulegue, comment on dit? Boulégong. Boulegon, ça boulegue. Ça boulegue, ça c'est au loto, ça. Va le chercher, voilà. C'est à Nîmes, ça aussi. Et n'oubliez pas le camionneur. Ah, jamais. Le lot n'en sera que meilleur. Hier. Hein? Alors on dit cela parce qu'on est regardé un petit peu partout, donc on ne comprendra pas obligatoirement. Alors boulegue, ça veut dire bouger un petit peu, ou remuer. Ah, ils connaissent ici. Non mais ici, nous sommes regardés aussi un petit peu partout, et même à l'étranger, dans des pays francophones. Très bien. Alors, je veux parler par exemple du Canada. Par exemple. Au hasard. Donc ça bouge. Qu'est-ce qui s'est passé avec Muselier? Et qu'est-ce qu'il est revenu, il s'est mis en garde à vous? Qu'est-ce qui s'est passé avec entre La République en marche et Muselier? Et puis, donc le maire de Toulon et de Nice ont donné tous les deux leur démission du parti Les Républicains. Alors qu'est-ce qui se passe? Je crois que en politique, il faut savoir se compter, premier tour. Et moi, ce que je reproche, alors on sait que dans cette région, comme ici, dans notre département, il faut être clair, on a un Rassemblement national qui est fort. Et qui fait des scores importants. Mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir se compter au premier tour. Et vous savez, nos concitoyens ne comprennent pas si on critique alors nationalement En Marche et puis localement on s'associerait à Marche. Alors c'est un peu différent peut-être des fois des élections municipales. Puisque des fois il y a un intérêt, on va dire, une élection municipale par rapport à la commune qui est loin des préoccupations des fois nationales. Mais une élection régionale, vu l'importance des régions, est une élection nationale. Donc on ne peut pas critiquer les partis. Et puis en politique, il faut savoir se compter. Donc moi je pense qu'au premier tour, on se compte. Et au second tour, s'il y a des dangers, on voit, on peut faire des alliances, tendre la main. Mais au premier tour, et je crois que j'ai vu Mme Cluzel qui a dit qu'elle était candidate, oui, c'est une bonne chose. Depuis hier au soir. Elle sera candidate, elle fera un score. Je pense que M. Muselier sera loin devant. Mais cette attitude a un peu décrédibilisé, me semble-t-il, et ça va renforcer M. Mariani, qui est issu quand même de LR. Et à mon avis, il va être le grand gagnant de cette manipulation. Et je ne comprends pas du tout M. Falco. Vous savez, en politique, on a besoin d'un parti politique. Moi, j'ai été élu conseiller départemental et sénateur parce que je fais partie d'une famille politique. Famille politique, d'abord, quand on est élu, on a besoin de militants. Et moi, je tiens toujours à remercier nos militants, parce que ce sont des gens qui sont dévoués, serviables, et qu'il faut reconnaître cela. Et puis, on a besoin d'un parti politique pour avoir des investitures. Voilà. Je le dis franchement, et que je n'aurais jamais été sénateur si j'avais choisi une autre crèmerie. Voilà, que c'est l'air. Voilà. Donc, à un moment, et même si des fois je ne suis pas toujours d'accord avec des positions de LR, moi, vous savez, en politique, où on part, où on y reste. Mais on n'est pas ni dedans, ni dehors. Il y a quelqu'un qui le disait ça, hein. Si on n'est pas content, c'est chevènement. Voilà. C'est chevènement. Et puis, je dis, bon, moi je ne vais rien cacher. Après, à la dernière primaire, j'ai soutenu Juppé, qui n'était pas forcément le plus soutenu, parce que je trouvais que c'était assez bien. D'ailleurs, je pense que si Juppé avait été sorti, on n'aurait pas eu Macron. Enfin, c'est un passage, je me permets de le dire ça, on n'aurait pas eu l'épisode de Macron, et Juppé aurait été élu président de la République. Mais voilà, c'est comme ça. Mais je suis resté à LR parce que je dois beaucoup à cette formation politique. Alors, je suis plus RPR qu'LR, quand même. Parce que moi, ma formation politique que je préfère, c'est le RPR. Le Rassemblement pour la République. La République, ce côté de compagnonnage gaulliste. Parfait. Allez, tu as une question.
Moi, je voudrais changer de sujet maintenant. Oui, s'il te plaît. Voilà, je voudrais parler de Nîmes Olympique, Ah. si ça te dérange pas. Ah. Voilà. C'est un autre sujet d'actualité. Exactement. Non, j'aimerais- C'est chaud. Quel est le rapport en ce moment entre le président Assaf et la mairie? Comment ça se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'en fin de compte, il veut supprimer Alors, des- moi je suis embêté des parce jeunes. que je ne suis plus élu municipal depuis octobre dernier, puisque j'ai démissionné de la mairie de Nîmes. Donc je vais pas dire la relation, mais ce que je vois de l'extérieur quand même. Ton point de vue? Bon, moi, mon point de vue, je pense que d'abord, Nîmes Olympique fait partie du patrimoine nîmois, mais gardois. Je pense que quand on y tient à ce club, ce club est ancré sur ce territoire. C'est culturel chez nous. C'est culturel. Bon, Monsieur Assaf est venu à... Bon, il a des moyens financiers importants, ce qu'il faut prendre en compte, mais il n'a pas cette culture de ce club. Je crois que ce qui lui manque avant tout, c'est ce côté historique de ce club, parce que franchement, quand il est arrivé, qu'il a fait payer des joueurs qui ont mouillé le maillot, bon, qui gagnaient 4 sous, bon, qui étaient payés des fois peut-être avec des kilos de sucre, ou de l'huile d'olive, ou des costières de Nîmes, et qui ont moins gagné que... Oui. Donc, et qui ont mouillé le maillot, un Kabyle, quand je pense que c'est le maire de Nîmes qui a dû donner un abonnement à Kabyle, alors que Kabyle a apporté à ce club, je prends cet exemple-là parce qu'il est significatif, et puis je trouve que c'est une connerie de fermer le centre de formation. Patrick Chang également. Patrick Chang et d'autres, ouais. Bon, et René Girard, et tant d'autres. Ouais. Bon, René Girard, un mauvais droit, il a mouillé le maillot, c'était un Nîmois. Bon, et ce centre de formation était quand même pour Nîmes Olympique un fleuron. Je me permets juste de rappeler que quand Nîmes Olympique est arrivé en finale de la Coupe de France en 1996, tous les joueurs quasiment étaient issus du centre de formation. On a un centre de formation performant et qu'il faut mettre en avant. Fermer un centre de formation, ça veut dire qu'on ne formera plus de jeunesse, on ne formera plus de futurs joueurs professionnels. Et donc, je trouve que c'est une erreur politique au sens ambiant et une erreur stratégique. Et puis, il faut mettre les moyens. C'est vrai que cette année, alors, Il y a pas les droits télé, les résultats de l'équipe, c'est un peu compliqué. Il a manqué le 12e homme à Nîmes, qui est le public, qui pousse. On n'a pas maintenu un résultat, on a perdu alors qu'on était en supériorité numérique contre diverses équipes. Je pense qu'il y aurait eu le public, peut-être le score aurait changé, le résultat aurait changé, mais ça va être très compliqué de se maintenir. On l'espère toujours, mais enfin, il faut aller à Lourdes quand même, je pense. Ça sera compliqué. Si on descend en D2, ça sera plus compliqué. Et puis, je pense qu'il faut que M. Assaf, qui a un projet de stade qui peut être intéressant, mais ce projet de stade n'est pas la seule raison de son implantation à Nîmes. Son projet de stade, il faut qu'il défende avant tout que le Nîmes Olympique, ce club. Tu n'as pas l'impression qu'il a pris la mairie un peu pour des imbéciles et tu n'as pas l'impression que la mairie aurait pu prévoir et voir que ce monsieur, il n'y a que l'immobilier qui l'intéressait plus que le football? Ou alors qu'il est en train de mettre la pression. Je pense pas, ça, il a son idée, par son idée, il a acheté un stade, il a acheté de l'immobilier. Le problème, c'est que s'ils étaient plusieurs à se battre pour prendre un Nîmes Olympique, peut-être il y aurait eu un autre choix, mais je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait mettre de l'argent dans un Nîmes Olympique. Donc monsieur Assaf est arrivé, a mis de l'argent, bon, il faut quand même le noter et saluer. Mais il valait mieux pas avoir un club en deuxième division comme il était avant, plutôt qu'un club en division qui ne nous appartient plus et puis qui va faire de l'immobilier plus qu'un club. On a eu quand même, Alain, il y a 3 ans, une belle saison, franchement. Non, c'est que quand on a perdu un milieu de terrain qui était certainement un des meilleurs milieux de terrain de France avec Savanier et alors, j'ai plus le nom en tête. Qui partit à Montpellier, Savanier, mais il y avait aussi celui qui était prêté de Lyon, qui partit maintenant à Montpellier aussi, qui est un milieu de terrain là. Je m'en souviens. Bon, on avait un des meilleurs milieux de terrain certainement après le PSG. Bon. Et c'était plaisant de regarder jouer Nîmes Olympique. Je permets de vous dire qu'on a gagné Marseille, c'est vrai que c'était le premier match, on peut dire que on a quand même malmené le PSG, même chez nous, même si on a perdu, et c'était plaisant de le regarder jouer. Là, excusez-moi, mais on voit, hormis Ripard, Ripard il fait tout, on vient de faire un goal, il est de partout, il est à l'arrière, il est au milieu, lui il mouille le maillot par contre, lui il est Nîmois, hein. Puis alors, Donc les autres ne mouillent pas le maillot là.
Il y a quelques-uns que je me pose des questions. Dis donc, alors, une question. Toi, en tant que sénateur du Gard, Oui. est-ce que tu ne peux pas mettre la pression aux dirigeants de Nîmes Olympique? Alors, c'est pas alors, du Non, tout. Je ne me permettrai pas Tu de. n'as pas cette autorité-là. Je me permets pas non. là, nous, Oh, bah, nous, les c'est une parlementaires, question, notre rôle, c'est de voter les lois et de contrôler l'activité du gouvernement. Je n'ai pas encore d'arrêt de contrôler l'activité des clubs sportifs. Alors voilà, après, je lis la presse, j'ai mon opinion à titre personnel, et puis en tant que parlementaire aussi, mon rôle, c'est d'aller à la rencontre de toutes les communes gardoises. Puis je me permets de rappeler que quand on est sénateur des 351 communes gardoises, à la différence des députés qui sont élus sur un secteur. Oui, on voit quand même que toi aussi tu mouilles le maillot, si je puis m'exprimer ainsi, puisque tu rencontres bon nombre d'agriculteurs qui ont subi le gel récemment. Donc tu es là. Et qu'est-ce que tu leur apportes? Ben, d'abord, je pense que c'est d'abord écouter leur détresse et écouter leurs revendications pour faire remonter à Paris. Donc, personnellement, j'ai saisi le Premier ministre, j'ai saisi le ministre de l'Agriculture. Le Premier ministre m'a répondu hier ou avant-hier par rapport, il m'a mis sur écrit ses déclarations orales quand il était venu en Occitanie, dans l'Hérault, dans l'Aude et dans les PO il y a quelques jours. C'est cela. Et puis, écoutez, nous, notre électorat, les sénateurs, c'est des élus. Puisqu'on a un corps électoral particulier. Moi, par exemple, je connais bien Alain Moula, très sympathique, je l'aime bien, comme toi, Patrick, je vous aime bien, mais vous ne votez pas au sénatorial, parce que vous n'êtes pas grand électeur. Alors, c'est quoi être un grand électeur? Grand électeur, c'est peuvent voter au sénatorial les parlementaires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les représentants des 351 communes, en fonction de la taille de la commune. C'est-à-dire que Nîmes a 200 grands électeurs, alors qu'une commune de 20 habitants aura un grand électeur. Donc, notre corps électoral, ça a été un peu moins de 2000 électeurs. J'ai vu que ta maman avait été grande électrice. Oui, parce que sur Nîmes, on a désigné, en plus du conseil municipal, des gens. Et puis ça a fait plaisir, je pense qu'elle a eu comme voter père. pour son fils. Voilà, c'est un moment fort aussi, un peu émouvant pour elle. Voilà. Maintenant que tu es de l'intérieur, on parlait de réduire les sénateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous pouvez vous autodétruire? Et ensuite, je voudrais une différence. Est-ce que par rapport aux députés, qu'est-ce que tu apportes de plus? Alors, deux choses. D'abord, je me permets de juste rappeler qu'on est 348 sénateurs, il y a 577 députés. Donc s'il faut faire des réductions, je pense que c'est plutôt à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Deuxièmement, il y a eu, depuis longtemps, mais le président Macron l'avait un peu en tête à un moment, de vouloir supprimer le Sénat. Or, dans toute démocratie, on a besoin de 2 chambres. Toute démocratie réelle a 2 chambres. Une chambre basse qu'on appelle une chambre haute. Enfin, je veux dire, une chambre... Le Sénat, c'est la chambre basse. Haute. La chambre basse, c'est, on va dire, ce sont les concitoyens qui élisent des représentants. Basse, c'est nous, et puis, on va dire, l'Assemblée nationale, le Sénat est la représentante des collectivités territoriales. Et ça, je crois que c'est important parce que le Sénat défend avant tout les collectivités territoriales. Et on le voit à travers. Je n'ai rien contre les députés, mais la plupart des députés actuels ont remis 1 ou 2 dans le Gard. On a remis, par exemple, M. Gaillard. M. Gaillard, Olivier Gaillard, lui, il a été un élu de terrain. Mais les autres, excusez-moi, quel que soit, ils sont sympathiques, là, mais du jour au lendemain, ils se sont retrouvés parlementaires sans avoir eu un mandat municipal. Philippe Berta est un bon député? Il est très bien dans le domaine sanitaire. Hein. C'est son domaine, dans la recherche, c'est son domaine. Mais pour défendre les collectivités, il ne connaît pas le fonctionnement d'une municipalité, d'un département, etc. Or, on a beaucoup de législation qui concerne avant tout les collectivités. Donc le Sénat a ce rôle-là. Moi, ce que je trouve bien au Sénat, c'est que quand on parle collectivité, j'allais dire, c'est quasiment unanime, tous les groupes politiques, on a la même sensibilité. Parce qu'on connaît les communistes, les socialistes. Quand vous êtes sénateur, avant, vous avez été élu municipal, départemental. Vous ne retrouvez pas sénateur comme ça. Il y a eu un exemple. Vous allez me dire, il y a Sutour. C'est un gars qui était d'ailleurs un excellent sénateur, parce qu'il est resté... Mais voilà, il faut connaître aussi le fonctionnement des collectivités. Donc Françoise Dumas, elle connaît bien le fonctionnement de toutes ces collectivités en tant que députée, ou pas? Elle a fait un passage très brief au conseil municipal de Nîmes. Je permets de dire que, permets de dire à toute à modestie, enfin, si de nos jours il n'y a plus de PS sur Nîmes, pas pour rien, puisque je me rappelle qu'en 2014, le fait qu'elle ait déposé en retard sa liste,
Elle a tué le Parti socialiste sur Nîmes, parce qu'il n'y a plus de représentants. Quand même pas normal, avec tout le respect, que le Parti socialiste sur Nîmes n'ait plus de représentants au conseil municipal. Important. C'est quand même un grand parti. Mais nous en parlions justement dans l'émission précédente. On se posait la question. Ça ne vient pas de la part de Jean Denat. C'est pas lui le fait, c'est lui le fédéral. Ah ben, moi ce que je peux dire, quand j'ai lu, je lis, j'écoute, tout le monde est ravi de dire on a fait l'union de la gauche au départemental. Ouais. Très bien. C'est bien. Parle-nous-en, justement, c'est bien. Ben, moi, je veux dire que le grand perdant de cette union de la gauche, c'est le Parti socialiste, quand même. Parce que, excusez-moi, mais ils sont en culotte courte, pour ne pas dire autre chose. Et il y a plus d'insoumis, de communistes, de verts que de socialistes. Exactement. Et dans les socialistes, il y a plus d'apparentés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas socialistes, ils se rapprochent, je disais, que de réellement socialistes. Voilà, moi, je considère que le Parti socialiste est un grand parti pour moi, qui est respectable, qui a eu des fonctions importantes. Dans le Gard, excusez-moi, il est à poil. Je fais exprès d'être provocateur, il est à poil. Et je regrette qu'il y ait plus d'insoumis, de communistes et de verts que de socialistes. Moi, je considère que les représentants socialistes dans ce département ont cédé à l'extrême gauche, qui pour moi ne vaut pas plus que l'extrême droite. Donc il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait pris une décision là pour. C'est Jean Denat et ses amis. Voilà. C'est-à-dire, il est le premier fédéral, donc c'est lui qui a validé la stratégie. Bon alors, quoi qu'il en soit, la politique est violente. Mais avant de cela, j'aurais aimé que tu nous dises le canton numéro 3 dessert quel quartier. On part si on part du nord au sud, si je peux m'appeler ici, c'est tout le quartier Gambetta, le quai de la Fontaine, tous les Cussons, on va dire. Ici, par exemple, nous sommes à Nîmes 3. Après, on part sur le quartier des Marronniers, Amoureux, route d'Arles, Beau Soleil, les Oliviers, et on termine par la cité des Espagnols. Le côté le plus bucolique, puisqu'on est un peu en dehors de Nîmes, et c'est la partie la plus bucolique de ce canton. Le quartier des Espagnols, où il y a eu un problème il y a quelques années, je ne sais pas s'il a été réglé par rapport à l'eau. L'eau, ils l'ont eu. L'assainissement, c'est comme d'autres secteurs de Nîmes, où il y a où les gens peuvent être raccordés au collectif ou à un assainissement individuel. Donc eux, ils sont en assainissement individuel, ce qui évite aussi certains cas, parce que des fois, ils vont mettre individuel qu'en collectif, parce que si en collectif, ça veut dire qu'il peut y avoir des réalisations plus importantes, et je pense qu'il y a une qualité de vie dans ce secteur, il faut qu'ils conservent. Bien, alors, je disais tout à l'heure, la politique est violente quand même. Je veux parler de Jean-Paul Fournier. Et à ton égard. Il a dit, il y a au moins 3 personnes qui me doivent tout. C'est Laurent Burgoa, Richard Tibirino et Franck Proust. Alors, êtes-vous toujours redevable à Jean-Paul Fournier? Et est-ce que c'est vrai que vous lui devez tout? Je lui dois beaucoup. Le fait qu'il m'ait lancé en politique, ça c'est bien. Tout, c'est peut-être un peu exagéré, vous savez, on est dans le Sud. Après, chacun a sa personnalité. C'est vrai que moi, j'ai eu besoin, quand il y a la première fois au départemental, oui. Après, quand vous êtes réélu sur son nom, c'est prouve aussi que c'est plus dur d'être réélu que d'être élu. Donc, quand j'ai été réélu, c'est aussi ma personnalité. Et puis, au sénatorial, j'ai été élu après une campagne en juillet-août qui a été intense. Je n'ai pas pris de vacances. J'ai rencontré les grands électeurs avec Yvette Lopez. Voilà, après, vous savez, des fois en politique, il y a toujours un peu d'excès, etc. Voilà. D'accord. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Paul Fournier, qui a fait beaucoup pour la ville de Nîmes, pour ses conseillers, qui a changé la physionomie de la ville de Nîmes, voilà. Comme l'avait fait Jean Bousquet. C'est lui quand même qui a débuté. En fait. Alors Jean Bousquet a apporté une dynamique sur Nîmes, en 2 mandats. Jean-Paul Fournier est quand même le premier maire à être réélu pour 4 mandats. C'est vrai qu'il a beaucoup changé Nîmes, je pense, tout ce qui est parti les Cussons, Jean Jaurès. Maintenant, il y a un travail important que j'avais commencé à initier en état adjoint à la rénovation urbaine. C'est toute la rénovation des quartiers, et ça en a besoin. Et j'espère que ça pourra se concrétiser sur ce mandat-là. Toujours à ton égard, Jean-Paul Fournier a bien précisé, le Sénat lui est monté à la tête. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je sais pas. Je vais te dire, moi, les gens qui me connaissent, dans mon entourage ou les Nîmois, voient que ma tête n'a pas pu grossir. Mais ça, on le sait. Je sais, je suis toujours le même. Moi,
les gens qui m'appellent, je leur réponds le plus rapidement possible. Enfin, je ne dis pas dans l'instantané, mais je suis toujours à l'écoute des gens. Et franchement, le Sénat, j'y prends mon pied, c'est vrai, c'est une belle maison que je découvre et que je commence à y faire mon trou. Mais moi, là, je suis resté toujours le c'est pas même. nous qui l'avons affirmé cela, Oui, c'est Jean-Paul Fournier. Oh, je pense que certains l'ont poussé à le dire aussi. Ah, tu crois qu'il se laisse Oh. manipuler comme ça, Jean-Paul? Ça peut arriver. Aïe, 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 aïe. Alors, concernant, c'est bien, parce qu'on prend plaisir vraiment à discuter de politique. Bon. Mais de toute façon, je vais te dire. Ouais. Ça, là, Dis-nous. 10 jours après, je l'ai rencontré, il m'a demandé quoi ça s'appelle au Sénat, etc. C'est des épiphénomènes. Ça, moi, maintenant, je suis blasé, tout ça. Bon, ça va. Tu sais, c'était François Mitterrand qui disait, je crois qu'il avait de plus en plus raison. Il n'y a rien de plus vieux que la presse du jour, pour le lendemain. D'accord. Bien, alors concernant le secteur, le canton numéro 2, 2. mais Marc Tolède, Oui. ce n'est pas allé un petit peu à l'extrême droite avec Marc? Alors, moi, on connaît ma position. Je n'ai jamais changé et je ne changerai jamais. Il est hors de question pour moi de tendre la main au Rassemblement national. Pour diverses raisons. Oh, je ne parle pas de l'électorat Front National, sur lequel, justement, il faut qu'on arrive à leur... Mais les élus Front National, par rapport à des positions qu'ils ont, qui, des fois, ne respectent pas, j'allais dire, les règles de la République. Ils attaquent des populations, ils attaquent... voilà. Là, on va parler des départementales, M. Gillet va parler de problèmes de sécurité. Au département, ce n'est pas une compétence, la sécurité du département. Alors, qu'ils disent qu'on puisse voir comment mieux sécuriser les alentours des collèges, ça je suis d'accord, ça va lier. Enfin, ce n'est pas le conseil départemental qui va résoudre les problèmes de trafic de drogue au Portal, par exemple. Et donc, il faut faire attention à cela. Chaque collectivité a ses compétences. Et moi, là-dessus, je ne transigerai pas. Pour moi, il est hors de question, parce que si on tend la main à ce parti-là, on n'existera plus. Je l'ai. Donc on a bien compris que Et le gaulliste que je suis, je résistais. l'électorat du Rassemblement national était peut-être des anciens du RPR. Oui, sur lesquels il faut qu'on ait un langage. Peut-être que cet électorat-là, il faut qu'on le retrouve par la proximité. Moi, je crois beaucoup au travail de proximité, de terrain, d'aller au contact des gens. Vous savez, des fois, on résout beaucoup de problèmes dans la discussion et non pas dans l'adversité. Et que moi, j'aime aller rencontrer, j'aime les gens, j'aime aller les rencontrer. Et moi, tous les gens qui m'ont sollicité, je les ai reçus, j'ai fait des interventions. Vous voyez, encore ce matin, j'ai eu un retour de quelqu'un par rapport à une demande, ça a été positif, ça peut être négatif aussi, pas non plus. Je crois que c'est important de tenir au courant les gens. Je l'ai fait en tant qu'élu municipal, en tant que département, je le fais en tant que sénateur, parce que quand les maires, par exemple, me sollicitent, ou même des citoyens, mais je leur réponds. Allez. J'ai une question encore, sécurité, excuse-moi, autour des écoles. Au Mas demain, au chemin bas d'Avignon, on a fermé l'école parce qu'il y avait de la délinquance, on a préféré fermer l'école. Hier, j'ai assisté devant un collège, au centre-ville, 3-4 jeunes mettaient un peu la panique. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a fait partir, on n'a pas fermé le collège. Est-ce qu'il n'y a pas de poids, de mesure? Pourquoi on ferme l'école au chemin bas? Parce qu'il y a de la délinquance, et pourquoi on fait partir des jeunes qui mettent la délinquance autour d'un collège bien coté à Nîmes et qui... Alors, au chemin bas d'Avignon, il y a une intrusion dans l'école primaire de délinquants qui a fait qu'il y a eu un droit de retrait, ce qu'on appelle des enseignants. Donc à partir de là, les enseignants, c'est un droit de retrait. Et par rapport à la communauté, on va dire, éducative, il a fallu transporter pendant quelque temps cette communauté éducative sur un autre lieu. Alors là, les travaux ont été réalisés. Mais c'est vrai que là où tu as raison, on recule chaque fois. Ah oui, et pourtant hier... On recule. Et que, au lieu d'être... parce que on recule, pourquoi? Parce qu'avant qu'on puisse réaliser ces travaux, ça met un certain temps, parce qu'il faut faire des appels d'offres, la réalisation, tout ça. Mais chaque fois qu'on fait ça, on recule. Et chaque fois qu'on fait ça, c'est soit les délinquants qui gagnent, soit le Rassemblement national, je le dis. Et à force de faire ça, on fait un tapis rouge au Rassemblement national qui, eux, font pas campagne, font rien. Excusez-moi de le dire, mais les conseillers départementaux sortants ne font rien. Ils mettent juste qu'un logo avec Marine Le Pen, et ils suivent aucun dossier et ils font 40%. Oui. Et nous, on cravache comme des imbéciles, et des fois, on fait beaucoup moins. Donc, mais c'est la vie. Alors, que pourrais-tu dire pour que tes électeurs te renouvellent ce mandat? Vous renouvellent ce mandat. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire maintenant?
Ben, écoutez, moi, depuis 2011, j'étais votre conseiller général, puis votre conseiller départemental. J'ai toujours été à votre écoute, attentif à vos demandes. Écoutez, si vous souhaitez qu'avec Claude Girardi, on soit toujours là présent à vos côtés, ben, votez pour nous le 20 et 27 juin prochain. C'est important, ces élections-là, Oui, c'est ça. parce que vous aurez le choix. Il y a deux extrêmes, l'extrême droite d'un côté, l'extrême gauche représentée par M. Bouget et une candidate verte. Et je crois que quand on voit, excusez-moi, les aberrations de certains élus verts dans diverses communes, il faut faire attention parce que je crois qu'ils sont encore plus radicaux que ce que l'on pense. Et nous, avec Claude Girardi, nous serons les seuls représentants de l'Union de la droite et du centre. Bien. As-tu été vacciné ou vas-tu te faire vacciner? J'ai eu ma première dose. Ah, t'as eu ta première dose. Bien. Alors, je voulais vous remercier, mais je voulais remercier également Michel Monteil, notre artiste, hein, qui expose ses œuvres. Vous avez l'exclusivité de L'affiche. de l'affiche, de la L'affiche pas la cette Feria. année de Feria. Donc, il t'a croqué, je ne sais pas de quelle façon, on le verra, Aurélien va nous le montrer tout à l'heure. En tout cas, je voulais vous remercier, Franz, Aurélien, toi, Alain, également. Merci. Moi, je veux remercier Laurent parce que, Oui. contrairement à ce qu'on pense, il est resté le même. Il est resté le même, et on peut dire que je ne crois pas que tu aies menti à la Crois question pas. que je te posais Non, au début. puis je crois qu'il faut être... Oh, c'est vrai que déjà me dire... Bon, je préfère qu'on m'appelle Laurent que monsieur le sénateur. D'accord. Moi, je suis resté toujours le même. Alors, c'est vrai que c'est un mandat qui est passionnant, mais je crois que pour moi, j'aime cette ville, j'aime ses concitoyens. Alors, ça ne veut pas dire, que j'ai une ambition pour cette ville, je vais être clair. D'accord. Très clair, je l'ai dit d'entrée que j'étais élu. Je pense que je souhaite plutôt rester au Sénat, qui est une belle maison. alors, dans laquelle... Et je le dis aussi parce que, en disant j'aime cette ville et c'est ni moi, mais j'aime les gens. Voilà. Justement, tu es beaucoup plus tranquille maintenant, n'étant plus adjoint. Tu dis ce que tu as envie de dire. J'allais dire, à la rigueur, ma position fait que si je peux donner des cartons jaunes ou des cartons rouges. Voilà. Comme ça. Toi qui, maintenant, Ou siffler de temps en temps à la récréation. C'est bien. toi qui aimes la tauromachie, est-ce que tu as les moyens de défendre la tauromachie Oui, alors on a créé un groupe de travail au Sénat sur les traditions, parce qu'on parle de tauromachie, mais les courses camarguaises, les courses landaises, dans lesquelles on va inclure aussi des sénateurs des dom-toms, parce que je vois que dans les dom-toms, il y a les combats de coq. Alors, je ne suis pas fanatique de faire combat de coq, mais c'est important de faire partie. Moi, je crois qu'il faut défendre toutes nos traditions. Parce que les traditions, ça fait l'identité des territoires. Et donc, on a monté ce groupe de travail avec une sénatrice de la Gironde et un sénateur des Pyrénées-Atlantiques, parce que, je le dis après, par exemple, à titre personnel, je ne suis pas un amateur de boxe, ça va avoir une tradition. Mais je ne vais pas mener un combat contre la boxe. Moi, je respecte les gens qui aillent voir, tant qu'il y a des gens qui vont y voir. Et donc, qu'on respecte notre tradition. Moi, je ne comprends pas que les gens veuillent interdire de voir certaines manifestations qui sont de tradition. Laissons nos traditions, ça fait notre identité. Si un jour elles devraient disparaître, elles disparaîtront d'elles-mêmes, mais on n'a pas à les interdire. Et puis, le taureau, ici, c'est important, en Camargue, et on est fiers d'avoir le taureau. Tout à fait. Bien, nous allons nous séparer. Merci, Laurent. Merci. Merci, Patrick, de ton invitation. Écoutez, je trouve que c'était un dialogue correct, franc, et je crois qu'il a permis aussi de faire passer certains messages. Bien, tu nous amènes ton dessin? Alors, je crois qu'il y a un taureau, non? Je ne sais pas, on va voir. Hein. On va le découvrir en même temps que toi. Hein. Voilà. Ah, alors je vais mettre parce que Ah. ouais, je suis encore jeune, mais à 50 ans, il faut mettre les lunettes. Ah ben oui. Burgo a déjà une campagne de feria, c'est vrai. Alors, vous savez, le problème, c'est qu'en tauromachie, c'est comme en politique, ce que je veux dire, il faut savoir tuer et pas blesser. Bien, merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Restez-nous fidèles. Bye bye.